Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la diagonalisation d'une matrice ou d'un endomorphisme. D'abord on va définir ce que c'est la diagonalisation d'une matrice ou d'un endomorphisme et on va voir aussi dans quelles conditions une matrice ou un endomorphisme est diagonalisable et on verra comment les diagonaliser. Alors tout d'abord on va définir ce que c'est la diagonalisabilité d'une matrice. Alors une matrice A de taille n est dite diagonalisable s'il est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire, s'il existe P, une matrice inversible, telle que P-1 AP, soit une matrice diagonale. Alors, exemple, cette matrice de taille 2, -1, 2, -3, 4, est diagonalisable parce qu'on peut trouver une matrice inversible, qui est cette matrice P, 1, 2, 1, 3, et si on calcule P-1 AP, alors on trouve que c'est la matrice diagonale 1, 0, 0, 2. Maintenant, l'endomorphisme T est dit diagonalisable s'il existe une base de l'espace E. Alors, l'espace E est supposé de dimension finie sur un corps commutatif K dans tout ce chapitre. Et donc, un endomorphisme T est diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de T est diagonale. C'est-à-dire que T possède une matrice de cette forme. On a des valeurs qui peuvent être non nulles sur la diagonale, et en dehors de la diagonale, on n'a que des zéros. Donc en particulier, on a, si je note B, la base B par E1, En, alors on a T de EI égale à quelque chose fois EI. C'est-à-dire que tous les éléments de la base, de cette base, sont des vecteurs propres de T. D'où cette remarque T diagonalisable si seulement si E possède une base formée des vecteurs propres de E. Un exemple, on considère l'endomorphisme T de R carré dans R carré, défini par T de xy égale à 3x moins 4y 2x moins 3y. Alors la matrice de T dans la base canonique est 3 moins 4, 2 moins 3. Alors maintenant on va considérer deux vecteurs dans R carré. Le premier F1 c'est 1, 1 et le second F2 c'est 2, 1. Alors il est clair que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires et donc forment une base de R carré. De plus, si on calcule l'image de F1 et F2 par T, on trouve que T de F1 égale à moins F1 et T de F2 égale à F2. Donc F1 et F2 sont deux vecteurs propres et donc la matrice de T dans la base F1 F2 c'est la matrice -1, 0, 0, 2. Ce qui montre que T est diagonalisable. Proposition. Alors on fixe B une base d'un espace vectoriel E et je prends T un endomorphisme de LE et A une matrice arbitraire de taille n. Alors on a les assertions suivantes qui sont équivalentes. La première, la matrice A est semblable à la matrice de T dans la base B. La seconde assertion, il existe une base de F telle que A est la matrice de T par rapport à la nouvelle base F. Alors en d'autres termes, cela signifie que l'ensemble des matrices P-1, matrice de T dans B, P avec P inversible, est exactement l'ensemble des matrices de T. Alors montrons que 1 implique 2, alors je prends A, je suppose que A est une matrice semblable à la matrice de T dans la base B, ce qui signifie qu'il existe une matrice P inversible de taille n qui vérifie A égale à P-1 fois la matrice de T dans B fois P. Alors P, je la note, c'est alpha ij, donc c'est cette matrice alpha 1, 1, alpha n1, alpha nn. Maintenant je vais poser F1
le vecteur dont les coordonnées sont exactement la première colonne. C'est-à-dire les coordonnées dans la base E1, dans la base B. Alors là, c'est les coordonnées dans la base B, et la base B, ça en met des vecteurs E1, En. Donc je pose F1, c'est le vecteur dont les coordonnées sont alpha 1, 1, alpha 2, 1, alpha n1 dans la base E1, En. Et pour un J quelconque, je pose F de J, c'est alpha 1 J E1 plus alpha 2 J E2 plus alpha n J En. Alors maintenant, si on note F, c'est l'ensemble des vecteurs FJ. Alors évidemment, le déterminant de F dans la base B, c'est exactement le déterminant de P. Et comme la matrice P est inversible, alors son déterminant est non nul. Donc on obtient que F est une famille, est une base. Et en plus, P représente la matrice de passage de B à F. Pourquoi? Parce qu'on sait que la matrice de passage de B à F, c'est la matrice obtenue en mettant sur les colonnes les coordonnées de la nouvelle base dans l'ancienne base. Donc là, la première colonne représente les coordonnées de F1 dans la base E1, En, et la dernière, c'est les coordonnées de Fn dans la base E1, En. Donc P devient la matrice de passage de B à F. De plus, on a la relation qui relie deux matrices de T par rapport à deux bases différentes. Donc on a la matrice de T à F. C'est l'inverse de la matrice de passage de B à F, fois la matrice de T dans la base B, fois la matrice de passage de B à F. Et comme la matrice de passage de B à F, c'est la matrice P, alors on obtient P moins 1 fois la matrice de T dans B fois P. Et ça, c'est exactement la matrice A. Alors, la réciproque est triviale parce qu'on sait que si A est la matrice de T dans une base F, alors évidemment A et la matrice de T dans B sont deux matrices semblables. Ce qui termine la preuve de cette proposition. Maintenant, dans un espace vectoriel E muni d'une base B, si on considère T un endomorphisme, alors on a T d'une part et d'autre part on a sa matrice T dans la base B. Une question naturelle qui se pose, existe-t-il une relation entre la diagonalisabilité de T et la diagonalisabilité de sa matrice? Alors la réponse est affirmative. En effet, on a l'équivalence entre les deux. C'est-à-dire que T est diagonalisable si seulement si sa matrice est diagonalisable. Alors supposons que T est diagonalisable et on note A sa matrice de T par rapport à la base B. Donc B c'est une base fixée de l'espace vectoriel E. Alors si T est diagonalisable, ça veut dire que je peux trouver une autre base B' dans laquelle la matrice de T est diagonale. Alors cette matrice est notée par B. Alors on sait que deux matrices du même endomorphisme sont semblables, et donc A et B sont semblables, et du fait que B est diagonale, on obtient que A est diagonalisable. Alors maintenant réciproquement, on suppose que la matrice de T dans B est diagonalisable. Cela signifie que il existe une matrice C semblable à A et qui est diagonale. Alors je sais que toute matrice semblable à la matrice de T dans B est aussi une matrice de T dans une base F, dans une autre base F. Et donc on obtient que la matrice de T dans la nouvelle base F est la matrice C qui est diagonale, et donc T est diagonalisable. Il convient de noter que un endomorphisme ou une matrice n'est pas en général diagonalisable. En effet, pour qu'il soit diagonalisable, il faut qu'il vérifie un certain nombre de propriétés.
Alors, dans cette proposition, on caractérise les endomorphismes qui sont diagonalisables. Donc, on considère T un endomorphisme de E, et on note lambda I, ses valeurs propres, avec I entre 1 et K. Alors, on a T diagonalisable, si seulement si E est la somme directe de ces sous-espaces propres, si seulement si la dimension de E égale à la somme des dimensions des sous-espaces propres E lambda I. Montrons que 1 implique 2. Alors, le fait que T est un endomorphisme diagonalisable, cela signifie qu'il existe une base B de E formée de vecteurs propres de T. Alors, maintenant, on pose F, c'est la somme des sous-espaces propres, c'est-à-dire E lambda 1 plus E lambda 2 plus E lambda K. Alors, du fait que la somme des sous-espaces propres est toujours une somme directe, alors on a F, c'est la somme directe de ces sous-espaces propres. Donc, on a ça d'une part. D'autre part, comme B est formé des vecteurs propres, alors forcément B est inclus dans F. Parce que si je prends E, un vecteur dans B, c'est un vecteur propre. Et donc, E est associé à une valeur propre lambda I. Et donc, le vecteur E appartient à E lambda I, qui est inclus bien sûr dans F. Donc, on obtient que F contient tous les vecteurs de la base. Et comme n'importe quel vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base, on obtient que F contient E. Et comme F est toujours inclus dans E, on obtient que E est égal à F. L'implication 2 implique 3 est évidente. Montrons maintenant que 3 implique 1. Alors pour chaque I entre 1 et K, on considère une base BI de E lambda IT. Alors, si on prend B, la réunion des BI, alors on obtient une famille libre. Alors, pourquoi c'est une famille libre? Parce que dans chaque E lambda I, on a BI est une base de E lambda I. Et comme la somme des E lambda I est une somme directe, alors si je prends la réunion des BI, ça donne une famille libre. En plus, cette famille libre est formée de vecteurs propres de T. De plus, on a le cardinal de B. C'est la somme des cardinaux de BI, et par hypothèse, on a le cardinal de BI, c'est pas par hypothèse, on a toujours le cardinal de BI et la dimension de E lambda I, et donc la somme de la dimension, bien des dimensions de E lambda I, c'est exactement la dimension de E, et ça on l'a par hypothèse. Et donc, on obtient que le cardinal de B égale à la dimension de l'espace, et donc la famille libre B est forcément une base de E, ce qui implique que T est diagonalisable. Maintenant, une autre caractérisation des endomorphismes diagonalisables en termes du polynôme caractéristique et des sous-espaces propres de l'endomorphisme. Plus précisément, T est diagonalisable si seulement si son polynôme caractéristique est un D sur K, et la dimension de chaque sous-espace propre égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Et là, je rappelle que la dimension du sous-espace propre est toujours inférieure à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Donc ça, on va en général, que ce soit là-dedans, une valeur propre de C. Maintenant, avant de démontrer les deux implications, on remarque que le polynôme caractéristique est un D dans les deux cas. C'est-à-dire, si T est diagonalisable, alors son polynôme caractéristique, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice par rapport à une base formée de vecteurs propres, et donc c'est le polynôme caractéristique d'une matrice diagonale. Et on sait que le polynôme caractéristique d'une telle matrice est toujours un D. Alors, supposons que T est diagonalisable, alors on sait que E se décompose en somme directe des sous-espaces propres de T. Alors chaque sous-espace propre est un sous-espace invariant par T, et donc le polynôme caractéristique de T, c'est le produit du polynôme caractéristique de T restreinte au E lambda, au sous-espace propre E lambda. Pour la réciproque, on a la somme des dimensions des sous-espaces propres égale à la somme des ordres de multiplicité des valeurs propres. Et par hypothèse, ça c'est n. Donc on obtient que n égale à la somme des dimensions des sous-espaces propres
Et donc, on conclut que T est diagonalisable. Alors, une autre caractérisation des endomorphismes diagonalisables en termes de polynôme minimal. Soit T un endomorphisme de I, alors T est diagonalisable si seulement si son polynôme minimal est scindé et toutes ses racines sont simples. Alors, le résultat raisonnable lorsqu'on remplace l'endomorphisme T par une matrice. Supposons que T est diagonalisable, notons lambda 1, lambda 2, lambda k, l'ensemble des valeurs propres de T. Alors, le fait que T est diagonalisable, ça implique que E possède une base formée des vecteurs propres de T. Alors, on pose que de x, c'est x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda k. Pour un vecteur de la base D, on sait que T de E égale à lambda I fois E avec lambda I, un élément du cercle de T. Il vient donc que Q de T appliqué à E, c'est le produit sur les J différents de I du T moins lambda J, rho T moins lambda I appliqué à E. Et on sait que ça c'est égal à 0, parce que E est un vecteur propre associé à lambda I, et donc Q de T appliqué à E égale à 0, quel que soit E, un vecteur de la base. Et donc on obtient que Q de T égale à 0. Donc Q est un polynôme annulateur de T, et donc le polynôme minimal de T divise le polynôme Q. Donc on a ça d'une part. D'autre part, on sait que le polynôme minimal, ou bien les zéros du polynôme minimal sont exactement les valeurs propres de T, c'est-à-dire les lambda 1, lambda 2, lambda k. Donc T, M de T et Q ont les mêmes racines. En plus, MT et Q sont des polynômes unitaires. Donc on obtient au final que MT égale à Q. Ce qui veut dire que le polynôme minimal est scindé, d'une part, et d'autre part, les racines de M de T sont toutes des racines simples. Supposons maintenant que le polynôme minimal est scindé et toutes ses racines sont simples. Donc le polynôme minimal s'écrit comme x moins lambda 1, x moins lambda 2 fois x moins lambda 3. Comme le polynôme minimal est un polynôme annulateur, l'endomorphisme, alors on obtient par le lemme des noyaux que E est la somme directe des noyaux de T moins lambda. Et donc c'est la somme directe des surfaces propres de lambda. Ce qui permet de conclure que T est diagonalisable. Maintenant, si A est une matrice, alors on considère l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Donc c'est un endomorphisme de K à la puissance M. Et on a A est diagonalisable. Alors là, il faut noter que A devient la matrice de T, de R, dans la base canonique. Et donc A est diagonalisable si seulement si l'endomorphisme R est diagonalisable. Et on vient de démontrer que ça c'est équivalent au polynôme minimal de R scindé et toutes ses racines sont simples. Et comme le polynôme minimal de A et le polynôme minimal de R sont égaux, alors on obtient que le polynôme minimal de A est scindé et toutes ses racines sont simples. Et ça termine la phase de la proposition. Dans cet exemple, on considère un endomorphisme T de R3 représenté dans l'ovation unique par la matrice A. Alors on calcule le polynôme caractéristique. On trouve que c'est égal à moins x moins 1 au carré fois x moins 2. Donc le cercle de T est formé de 1 et 2, avec 1 dont on explicite 2 et 2 dont on explicite 1. Donc on a T est diagonalisable. Si seulement si la dimension de E1 de T égale à M1, et on sait que M1 égale à 2, et la deuxième, la dimension de E2 de T
égale à N2 égale à 1. Or, on sait que la dimension du sous-espace propre associé à 2 est inférieur à N2, qui est égal à 1, et il est toujours supérieur ou égal à 1. Et donc, on obtient que la dimension du sous-espace propre associé à 2 est égale à 1. Donc, cette égalité est toujours vérifiée. Pas toujours, mais elle est vraie. Donc, elle est vérifiée. Donc, ce qu'il faut vérifier, ou bien ce qu'il faut établir pour dire que T est diagonalisable, c'est que la dimension du sous-espace propre associé à 1 est égale à 2. Donc, calculons maintenant le sous-espace propre associé à 1. Alors, on considère un vecteur U de la forme x égale à 2 dans F3. Donc, U est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, si seulement si x moins y plus z égale à 0, et donc ça donne que U est une combinaison linéaire de deux vecteurs 1, 0, moins 1 et 0, 1, 1. Donc le sous-espace propre associé à 1 est engendré par ces deux vecteurs 1, 0, moins 1 et 0, 1, 1. Donc on pose F1 c'est le premier vecteur et F2 est le second vecteur. Alors, il faut noter ici que le sous-espace propre associé à 1 est de dimension 2 et donc on obtient que T est diagonalisable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver une base de R3 formée des vecteurs propres de T. Donc les deux premiers vecteurs sont F1 et F2. Le troisième vecteur va être un vecteur associé à la valeur propre 2. Maintenant, je reviens à la matrice de T. On a T de E3 égale à 2 fois E3. Et donc E3, c'est un vecteur du sous-espace propre associé à 2. Et on sait que c'est un sous-espace de dimension 1, donc E2 de T, c'est vect de E3. On pose donc F3 égale à E3, et F, c'est la famille F1, F2, F3, qui est évidemment une base de R3, et qu'on a la matrice de T dans F, c'est cette matrice diagonale. Sur la première colonne, on a 1, 0, 0, parce qu'on a T de F1, c'est F1, parce que F1 c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc on a 1, 0, 0. T de F2 c'est F2, donc c'est 0, 1, 0. Et T de F3 égale à 2 F3. Donc la dernière colonne est 0, 0, 2. Alors on note aussi que le polynôme minimal dans ce cas, c'est un polynôme qui est scindé. Ses racines sont exactement les valeurs propres. Et en plus de ça, ces racines sont toutes simples. Donc le polynôme minimal de T est x moins 1 fois x moins 2. Alors corollaire, soit E un espace vectoriel de dimension n est un endomorphisme de E. Alors si le polynôme caractéristique de T possède n racines distinctes, alors T est forcément diagonalisable. En effet, on sait que le polynôme caractéristique est de degré égal à n avec n la dimension de l'espace. Donc s'il possède n racines distinctes, ça veut dire que toutes les racines du polynôme caractéristique sont simples, et comme le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, on obtient que le polynôme minimal est scindé, parce que le polynôme caractéristique dans ce cas est scindé, et en plus de ça, les racines du polynôme minimal sont toutes simples aussi. Et donc on obtient que l'endomorphisme T est diagonalisable. Alors ce résultat est vrai aussi pour les matrices, et sa preuve est identique à celle des endomorphismes. Alors le corollaire suivant affirme que le seul endomorphisme unipotent diagonalisable est l'endomorphisme nul. En effet, si je prends T un endomorphisme unipotent et je suppose qu'il est diagonalisable,
Alors, du fait que t est unipotent, on a son polynôme minimal est de la forme x à la puissance it avec i, c'est l'indice de nidipotence de t. Et le fait que t est diagonalisable implique, ou bien c'est équivalent à ce que les racines du polynôme minimal sont toutes simples. Or, le polynôme minimal, dans ce cas, possède une seule racine, c'est la racine 0, et donc l'indice de nidipotence de t égale à 1, et donc le polynôme mtx dans ce cas, c'est x. Ce qui implique que t égale à 0 parce que ça, c'est mt de t. La réciproque est triviale, c'est-à-dire si t égale à 0, alors t est trivialement diagonalisable. Alors la proposition suivante, ou bien dans cette proposition, on considère deux endomorphismes TS qui commutent entre eux et qui sont diagonalisables. Alors, la proposition affirme que on peut trouver une base de E formée à la fois des vecteurs propres de T et des vecteurs propres de S. De plus, on a T moins S est diagonalisable. Alors preuve, comme T est diagonalisable, alors E se décompose en somme directe des sous-espaces propres de T. Donc on a ça d'une part. D'autre part, on a T commute avec S. Et donc S est les invariants des sous-espaces propres de T. On pose SI, c'est l'endomorphisme induit par S sur le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda I. Alors on a MS de SI de X, c'est tout simplement MS de S appliqué à X. Et on sait que MS est un polynôme annulateur de S, donc ça c'est égal à 0, c'est l'endomorphisme nul. Et donc quand je l'applique à X, ça donne 0. Donc ça veut dire que le polynôme minimal de S est un polynôme annulateur de SI, et donc le polynôme minimal de SI divise le polynôme minimal de S. Or, S est diagonalisable, donc son polynôme minimal est scindé, et ses racines sont toutes simples. Donc on obtient que MSI, que le polynôme minimal de SI qui divise le polynôme minimal de S, est aussi scindé, et ses racines sont simples. Donc on obtient que SI est diagonalisable, et donc il existe une base BI du sous-espace propre en lambda I, formée des vecteurs propres de SI. Maintenant on pose B, c'est la réunion des BI. Alors B est une base de E, parce que on a E, c'est la somme directe des sous-espaces propres de T. Et chaque BI est une base du sous-espace propre E lambda I. Donc quand on prend la réunion des BI, on obtient une base de l'espace tout entier. En plus, chaque BI est formé de vecteurs propres de SI. Et donc B est formé de vecteurs propres de S. Donc on a ça d'une part. D'autre part, BI est inclus dans E lambda I. Et donc BI est formé aussi de vecteurs propres de T associé à la valeur propre lambda I. Et donc quand on prend la réunion des BI, on obtient une base formée de vecteurs propres de T. Il vient donc que la matrice de T et la matrice de S par rapport à la base B sont deux matrices diagonales. Maintenant la matrice de T moins S dans B, c'est la matrice de T moins B moins la matrice de S dans B. Et comme la matrice de T et la matrice de S dans B sont deux matrices diagonales, alors leur différence est aussi une matrice diagonale. Et donc on obtient que T moins S est diagonalisable. Là on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine.